lien parental, c'est, je crois, le fil rouge pour la construction de l'enfant. Le lien parental, il doit se lire à l'épreuve du droit, car nous ne pouvons, dans notre beau pays, faire abstraction des règles juridiques qui commandent l'ensemble des interventions. Monsieur le Président Staine y faisait allusion tout à l'heure. Nous fêtons ces jours-ci le 23e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui avait été adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990. Et cette convention rappelle en son article 3 la nécessité de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, mais également le droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux. C'est l'article 7. Et cette convention précise aussi que les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ce cadre-là qui est posé. Le Code civil français est bien sûr en résonance, puisqu'il définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et c'est dans ce cadre-là des exceptions raisonnées, précises, sous le contrôle judiciaire à l'autorité parentale, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mais un principe général qui est celui du droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux, que s'inscrit toute la problématique de la parentalité que nous allons travailler dans les 2 tables rondes successives ce matin, au travers d'exemples dont je suis convaincue que vous les trouverez passionnants, car nous avons la chance d'avoir réuni des intervenants habités par ces questions de longue date dans leur pratique professionnelle. Pour les enfants handicapés, avoir une vie d'enfant aujourd'hui signifie, grâce à des services mobiles comme les nôtres, de vivre parmi les autres. Donc, nous sommes situés en Seine-et-Marne et nous accompagnons quotidiennement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap moteur et de polyhandicap dans leur vie quotidienne. Le secteur spécialisé, c'est pour ça que c'est un secteur qui est en mutation. Quand il regroupe les enfants handicapés entre eux, ils gênent de cette façon leur accès à la société. Voilà, parce que le risque, après, c'est que la personne se dissout à l'intérieur d'un groupe d'appartenance et qu'on ne la considère plus comme une personne. Donc, pour permettre à l'enfant de réaliser sa vie d'enfant, nos services interviennent dans les espaces où il se trouve. Donc, nous, notre objectif, l'objectif qu'on cherche à atteindre avec notre service, c'est que la famille se sente à l'aise dans son environnement. Parce que quand elle conduit son enfant à la crèche, à l'école, c'est que les personnes qui accompagnent l'enfant se sentent également à l'aise avec lui. Donc les personnes qui accompagnent l'enfant, c'est l'enseignant, l'AVS, l'ATSEM, c'est tout l'environnement qui vont être en mesure d'accueillir cet enfant dans de bonnes conditions. Et je dirais que plus la famille sent que son enfant est bien accueilli, et plus l'atmosphère se détend, plus les relations et les regards également se détendent sur l'enfant et sur cette famille. Quand un enfant handicapé arrive dans une classe, on a l'impression qu'on reçoit quelqu'un avec qui on va pouvoir établir aucune communication. Or, c'est d'abord une personne, et c'est d'abord une personne qui est en communication et en capacité d'être en communication avec tout le monde. Dès qu'on parle des troubles envahissants de la personne, du développement dans lesquels on englobe la question de l'autisme, ça devient un peu passionnel. C'est une question, les professionnels se sont emparés de la question de l'autisme pour finalement installer leur clivage entre essentiellement la psychanalyse et les neurosciences.
Alors, puisqu'on est ici, là, sur la question du handicap, je voudrais dire que finalement la question de l'autisme a soulevé immédiatement cette question entre le handicap et la maladie mentale. Hein, c'est-à-dire que est-ce que c'est du côté du handicap ou est-ce que c'est du côté de la maladie mentale? Or, si on... Bien sûr que l'autisme, et on le voit bien avec les familles et la façon dont très souvent cette perception est évidente pour les parents très rapidement, l'autisme va constituer un handicap social évident puisque l'enfant n'est pas dans le rapport social. Mais si on se contente d'approcher l'autisme du côté du handicap, on est du côté de la rééducation, hein, alors que si on l'aborde du côté de la maladie mentale, on peut travailler en amont sur les facteurs qui ont favorisé l'installation de la maladie, le handicap, cristallisant un peu les choses, l'idée de maladie mentale permettant d'avoir un regard plutôt évolutif sur les choses. Notre objectif, c'est d'être présent très rapidement et d'intervenir très rapidement. Nous ne recevons pas les enfants, nous les recevons quand quasiment le tableau est définitif. Hein. Ce ne sont pas les pédopsychiatres qui reçoivent les enfants autistes. Bien sûr qu'il faut développer la prévention, bien sûr qu'il faut former le personnel de la petite enfance, mais il faut faire très attention à l'impact du diagnostic. Je travaillais avec un enfant autiste qui essayait de me... Je crois, enfin, j'avais compris qu'il essayait de me parler enfin, je me suis dit, tiens, il me parle de la façon dont on l'appelle. On le nomme à la maison. Mais comme je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire, j'ai demandé à la maman comment on le nommait à la maison. Voilà. Et elle me regarde, elle était interloquée. C'est-à-dire, mais elle me dit, mais on ne l'appelle pas. Comment... Alors elle réfléchit un petit peu, elle me dit « Oh, le gros !» Voilà. Hein, vous voyez, on en est là quand même. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à aller là, c'est-à-dire à mobiliser les parents pour essayer justement de les interpeller dans leur fonction parentale, hein, et dans leur fonction maternelle. Je vais m'arrêter là-dessus. Le triple lien, c'est qu'il faut travailler d'emblée aussi avec l'enfant. Là où des pathologies nous permettent de penser qu'on peut travailler seulement avec les parents, hein, ou dans l'interaction mère-enfant, avec l'enfant autiste, il faut aussi un troisième lien qui est d'injecter, si vous voulez, d'autres adultes dans cette référence symbolique pour l'enfant, pour lui permettre de construire, en tous les cas, ce que certains appellent un autre de synthèse. Hein, c'est-à-dire que même si l'autre maternel n'a pas pu être là, eh bien, il faut pouvoir proposer d'autres figures symboliques sur lesquelles pourra s'étayer l'enfant. L'éducation thérapeutique, c'est en fait un concept très ancien en médecine, puisque même il remonte au niveau d'Hippocrate, qui disait que le médecin n'était qu'un auxiliaire de vie et que le patient devait apprendre à se passer de lui, savoir être responsable de son état de santé. En pédiatrie, l'éducation thérapeutique, elle fait intervenir 3 partenaires essentiels. Il y a bien sûr les soignants qui vont transmettre un peu leurs connaissances. Il y a l'enfant qui va avoir des soins qui vont être nécessaires pour rentrer à domicile. Et le rôle des parents est bien sûr essentiel. Et il est d'autant plus important que l'enfant est jeune. Quand l'enfant est très jeune et qu'il a une pathologie chronique grave avec des soins complexes, l'éducation d'abord doit passer par les parents. Dans notre établissement, donc on est un établissement de la Croix-Rouge française, on apprend aux parents à faire des gestes, mais on a mis en place récemment, parce que ça nous obliger, des programmes validés par l'ARS. Donc on a actuellement 3 programmes. C'est les soins d'un enfant trachéotomisé, l'apprentissage de la technique de la nutrition entérale à débit constant et le diabète insulinodépendant. Si on a un schéma directeur pour chaque programme, les moyens qu'on va mettre en place sont extrêmement différents d'un patient à l'autre. Le programme thérapeutique, il va avoir plusieurs étapes. D'abord, il faut faire un peu le bilan de l'environnement. Donc, on va reprendre avec les parents la pathologie, voir comment ils l'ont compris, s'assurer bien de la compréhension des parents de cette pathologie. On s'aide éventuellement de dessins pour faire la filière respiratoire.
On va aussi faire un peu le diagnostic des conditions à domicile, comment c'est à domicile, qu'est-ce qu'il faut éventuellement modifier et adapter pour permettre cette prise en charge. Il faut aussi repérer les contraintes qu'on va imposer aux parents. Au niveau du travail, quand on a un enfant qui est trachéotomisé, ventilé, c'est une surveillance continue. Il faut probablement qu'un parent arrête de travailler s'ils veulent le garder complètement à domicile. Il y a les contraintes de la vie sociale, comment on va faire dans la vie quotidienne pour aller faire ses courses, pour éventuellement sortir, s'autoriser, d'aller recevoir des amis, aller au cinéma. Bon, tout ça, c'est compliqué. Il faut aussi penser aux frères et sœurs. Tout d'un coup, il y a un bébé qui arrive, ils sont très contents, et puis ce bébé ne correspond pas du tout à ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Jouer avec lui, ça va être difficile. Les parents vont être totalement parfois un peu monopolisés par cet enfant qui a des soins difficiles, et on va un peu oublier les autres, et c'est pas facile toujours de vivre ça. Il faut aussi réfléchir à quelles sont les aides que les parents peuvent avoir autour d'eux, et quelles sont les aides que nous allons pouvoir leur mettre en place pour les aider à faire tout ça. Ensuite, on va passer un peu plus à la technique, donc on va apprendre les gestes aux parents. Donc là, c'est les changements, on va apprendre aux parents à changer la canule de trachéotomie, à la fixer, à faire les aspirations. Donc on va d'abord commencer par expliquer par des dessins, puis on va montrer à faire le geste sur un mannequin, on va montrer le geste, on va demander aux parents de le faire sur la mannequin. Il faut aussi apprendre aux parents à reconnaître les situations à risque et à faire les premiers gestes d'urgence. Elle vous l'a dit, ça devient les soignants de leur enfant. C'est parfois compliqué parce qu'il y a aussi très important qu'ils restent des parents. Il ne faut pas que l'enfant devienne un objet malade dépendant d'eux, mais qu'il reste un enfant capable de jouer, de rire, de participer à beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Philippe Pasquier, responsable socio-éducatif au centre d'hébergement stabilisation Bretigny-sur-Orge. Je voulais donc m'adresser à Madame la psychanalyste par rapport au fait qu'elle ait évoqué l'autisme, et donc ça a résonné en moi par rapport à la pauvreté. Alors, je faisais un parallèle entre autisme et pauvreté, et je cernais qu'il y avait beaucoup de représentations négatives par rapport aux familles pauvres. Les familles pauvres sont souvent dévalorisées, qualifiées de déficientes, d'incapables. J'entends beaucoup de ces termes-là. Donc je me disais aussi, peut-être que dans le cadre de votre CMPP, vous receviez donc des enfants qui étaient donc qualifiés d'autisme par rapport à un diagnostic peut-être trop précoce, compte tenu de la situation de pauvreté des familles. Voilà. Et justement, en préparant un peu mon intervention, voyant qu'en effet, la question de la pauvreté allait être posée, et puis bon, parce que c'est une question qui évidemment est fondamentale, je me demandais justement de l'impact de la pauvreté sur l'autisme, mais en fait, il n'y a pas du tout de corrélation psychosociale sur mais il n'y a pas plus d'autisme dans les familles défavorisées que dans les familles favorisées. L'autisme s'installe quand il y a une sorte de constellation, une interaction père-mère qui fait qu'à ce moment-là, c'est-à-dire quand l'enfant arrive, il n'est pas pris dans l'univers psychique des parents. Bon. Et ça, la pauvreté n'y fait pas grand-chose, ou la richesse. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vie tout à fait normale et avoir des relations sociales et qu'il y ait de l'amour, etc. Et puis que cet enfant ne soit pas pris. Je me demandais si, au-delà de la pauvreté à proprement parler, les itinéraires migratoires pouvaient avoir une influence, par contre, sur les apparitions d'autisme, parce que c'est parfois difficile d'expérience de communiquer avec les familles, parce qu'on a l'impression qu'il y a un double référentiel, je dirais, par rapport à la maladie. On a des formes de psychose très jeunes et qui sont beaucoup plus mobilisables que l'autisme. Et si elles sont diagnostiquées autisme, alors là, on gèle les choses. Et bon, voilà, donc ça, c'est important à poser. Bien sûr que les références culturelles sont extrêmement importantes et par exemple, avec certaines populations africaines, on a la question de l'enfant sorcier. Et quand l'enfant, pour une raison ou une autre, est comme ça
pris dans cette thématique que son étrangeté serait l'équivalent de l'enfant sorcier, là on s'en sort plus. Et là c'est très difficile d'intervenir, hein, vraiment. Bon, à chaque fois, moi ce qui me paraît très important, c'est le cas par cas. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a d'enfants autistes. C'est-à-dire qu'il faut retrouver, même à l'intérieur de l'autisme ou des psychoses infantiles, la forme de singularité de cet enfant-là dans sa pathologie. Bon, maintenant, on peut vivre avec une forme de psychose, on peut vivre avec sa névrose, c'est plus difficile de vivre avec l'autisme. Oui, bonjour, Dominique Attias, je suis avocate d'enfants. C'est une question pour le docteur Aubier. J'étais extrêmement intéressée par ce que vous nous avez montré et j'aurais aimé vous poser une question concernant, justement, vous indiquiez que l'enfant ne doit pas rester un objet malade. Et vous parliez du travail fait également avec la fratrie. Et en regardant et en vous écoutant, je me rendais compte qu'effectivement, lorsqu'on prend en charge, lorsqu'on s'occupe d'enfants, des frères et sœurs, j'allais dire, de cet enfant malade, on n'a jamais en tête qu'à côté d'eux, il y a cet enfant malade. Et j'aurais aimé savoir comment vous prenez en charge et comment vous aidez les frères et sœurs de cet enfant et la famille dans son ensemble. Merci. Ce qu'on fait, c'est on favorise d'abord beaucoup la présence des enfants et des frères et sœurs au sein de l'établissement. On les associe quand ils le peuvent. On travaille avec la famille, mais on les associe aussi à certains gestes éventuellement, progressivement, si vous voulez, pour que l'enfant, quand il va retourner à leur domicile, reste un frère et une sœur, avec la possibilité de faire des choses avec eux. Je vous dis, ce qu'on a mis en place, et ça, on l'a fait de plus en plus, les livres de répit qu'on met en place pour reprendre l'enfant malade, avec ses soins à domicile, pour permettre justement aux parents, si vous voulez, de faire je vous dis, ces lits de repli, ça fonctionne essentiellement pendant les vacances scolaires, les sports d'hiver, les choses comme ça, repartir avec les frères et sœurs aux sports d'hiver et de dire qu'on peut faire des choses avec eux, et l'autre, il est en tranquillité, et il y a des contacts qui se font. En plus, si vous voulez, maintenant, grâce à Internet, avec nous, on a eu de la chance avec l'association Casino et Docteur Souris d'avoir des ordinateurs et les webcams. Il y a des contacts qui se font, ils voient leurs frères et sœurs faire des choses et tout ça. Il y a des échanges permanents qui se passent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place progressivement. À force de faire des choses comme ça, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de choses à mettre en place. Philippe Godon, je ne suis pas sûr que ce soit mon rôle de poser des questions, mais je ne résiste pas. Ma question initialement s'adressait à Madame Guetliff, mais en fait, en entendant les différents propos, je me rends compte qu'elle est beaucoup plus transversale. À savoir, est-ce que les personnels soignants, éducatifs, sociaux ont vocation, intérêt à intervenir également, non pas uniquement dans la sphère sociale, mais également dans la sphère privée du domicile des parents. Alors il y a une grande dialectique autour de cette question, donc je voudrais savoir où vous en êtes de votre réflexion sur cette question, mais également en entendant Madame Texier et vous, Docteur Aubier, à travers l'éducation thérapeutique et aussi l'observation des interactions telles qu'elles peuvent se présenter au domicile, avec la fratrie, entre les parents, savoir aussi quelle est votre appréciation de cette opportunité ou inopportunité. Je crois qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, là je parle des familles que je rencontre tous les jours, ont un très grand désir de garder leur sphère privée. Après, quand il y a effectivement des questions qui peuvent se travailler dans la sphère privée. Par exemple, nous, je vois, on travaille sur des questions sur la question de la communication, pour des enfants qui ont des très très grandes difficultés de communication. C'est vrai que ça va se travailler à l'école, ça va se travailler avec la famille, enfin là, ça va se travailler effectivement dans toutes les sphères. Et à ce moment-là, il peut y avoir un temps à domicile. Quand on parlait de la diversité des interventions aujourd'hui, les parents là sont peut-être pas suffisamment là aussi pour en parler, mais en tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est oui, on va parler de certaines choses très précises, et là, effectivement, on a besoin d'être présent, mais on n'a pas envie d'être envahi complètement par le secteur spécialisé. On a envie d'avoir une vie la plus harmonieuse possible avec son enfant, et c'est possible. Mais effectivement, je crois que la sphère privée
est une question importante pour les familles. Nous, ils sont très protectionnistes de cette sphère-là. Voilà. Les parents, si vous voulez, quand on met en place des programmes comme ça, avec des techniques de soins qui sont quand même très complexes, ils sont aussi très attentifs à leur enfant. Pour permettre le retour à domicile, il faut que la technique soit faisable à domicile. Donc au départ, ils ne sont pas opposés, si vous voulez, puisqu'on les aider à trouver des solutions. On n'est pas obligé d'aller chez... Enfin, ça dépend, mais ils sont aussi très attentifs pour leur enfant. Et je veux dire, si vous voulez, enfin, moi, je peux aussi rapprocher en onco-hématologie. On voit ce qu'on a mis en place dans l'Île-de-France, le réseau d'onco-hématologie pédiatrique. On a mis en place des coordinatrices pour faire le lien, justement, entre les services spécialisés, tous les services qui prennent enfants, et voir un peu ce qui se passe à domicile. Et en fait, si vous voulez, les coordinatrices, elles vont faire des visites à domicile pour essayer d'expliquer aux parents, voir un peu ce qu'ils ont entendu, tout ça. Au début, si vous voulez, ça a été difficile. Et en fait, globalement, les parents, ils sont très contents d'avoir cette coordinatrice, qui n'est pas une infirmière à domicile, qui est autre chose. C'est quelqu'un qui est là pour les aider, pour la prise en charge de leur enfant et continuer à ce que cette prise en charge se fasse le mieux possible à domicile. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de petites astuces qu'on peut trouver ensemble pour permettre que l'enfant rentre à domicile quand c'est faisable. Mais il faut aussi savoir un peu jouer sur tous les deux tableaux. Et je vous dis, nous, les lits de répit, pour permettre de souffler aux familles, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous allons débuter une deuxième table ronde consacrée à la parentalité face aux vulnérabilités sociales. C'est une question extrêmement cruciale et qui a malheureusement une actualité lourde en ce moment. Vous le savez, en France, le nombre des personnes sous le seuil de pauvreté a augmenté de 500 000 dans les 3 dernières années. Le collectif des associations auxquelles la Croix-Rouge participe, vous le savez, a chiffré à peu près plus 40% les demandes de secours d'urgence et d'aide sociale qui nous sont adressées dans les 2 dernières années. Et cela requiert donc à la fois la mobilisation énergique des 50 000 bénévoles et des 18 000 salariés de la Croix-Rouge française, mais aussi parce que ce sont les idées qui mènent le monde, un travail approfondi de réflexion. Le seul pronostic grave, c'est le gosse sans chaleurs humaines, celui qui n'a pas besoin de sympathie, qui ne veut ni recevoir ni donner, l'enfant qui n'a jamais souri au visage humain. Je vous proposerai quelques 7 points qu'on trouverait un peu partout et qui me semblent indispensables pour pouvoir parler de l'enfance, quelle que soit notre situation. Le premier, bien entendu, ce n'est un mystère pour personne, c'est commencer par dire que l'enfant humain est un être vulnérable, dans tous les sens du terme. Donc, réponse immédiate, c'est qu'il a besoin de quoi? De protection contre le chaud, le froid, etc., de nourriture. Nous oublions souvent le soutien moral. Le deuxième point très important, c'est que fondamentalement, à la suite de ça, nous avons besoin tous, comme êtres humains, d'être reconnus. C'est-à-dire que l'enfant soit objet de plaisir, et habituellement, dans toutes les cultures, on trouve une scène sociale où il peut l'être à travers le jeu, les relations, être entouré. Ce qui signifie que là, il y a un problème de fond quand le lien social se distend et quand il y a un peu de solitude, quelle qu'elle soit. Un troisième point qui me semble important, c'est bien entendu grandir dans le monde, ou comme disait Hannah Arendt, naître dans le monde. Vous savez, en Afrique, on dit souvent, ce n'est pas l'adulte qui est éducateur pour l'enfant, c'est l'enfant qui est éducateur pour l'enfant par classe d'âge. C'est là le début aussi d'un sentiment de grandir à travers toutes les cultures qui est absolument nécessaire. Un quatrième point, c'est que pour grandir et pour être, je dirais, dans un bien-être, il y a un besoin absolu que les psychanalystes depuis Winnicott ont appris effectivement à souligner, de créativité, d'activité ludique.
Ce qui est fantastique est que nous avons le droit de sauvegarder et le devoir absolu de faire nourrir chez l'enfant, c'est la capacité de rêver, comme disait Bachelard, c'est la capacité ensuite de réaliser quelque chose. C'est-à-dire retrouver même avec un caillou, même avec une pierre qu'on ramasse quelque part, un morceau de bois, être capable de créer, d'inventer, de faire quelque chose. Un cinquième point, c'est l'évolution progressive de ce qu'on lui donne, adapté à son âge, adapté à sa maturité. Si vous enlevez à l'enfant sa capacité d'être enfant, c'est-à-dire s'il est précipité très tôt dans le monde de responsabilité des adultes, ce n'est pas sans conséquence, c'est-à-dire que l'enfant qu'on appelle le rat citoyen, certainement, c'est un être humain comme les autres, il contribue à sa manière, mais à partir de son âge, à partir de sa capacité de, sous le regard des adultes, en participant, mais pas forcément en lui faisant endosser un certain nombre de, par avance, de données. Le sixième point qui me revient, c'est la capacité de se diriger soi-même, tout en étant membre d'une société, tout en appartenant à un corps social. Mais l'important, c'est se diriger soi-même en fonction des rôles et des horizons sociaux, d'un côté, mais d'un autre côté, être capable d'interroger cet horizon pour pouvoir éventuellement, le jour venu, le remettre en cause ou l'approfondir. Le septième point, à partir de là, et c'est qui me semble le plus important, en enveloppant tout ce que je viens de dire, c'est la question d'être sensible à ce qui se passe dans ma société, autour de moi, de ma famille, sensible aux autres enfants, à leur présence, sensible à la souffrance, à la détresse des autres enfants, et sensible aussi à ce qui pourra me faire plaisir, justement. C'est la question de la sollicitude. C'est-à-dire, j'ai des droits, certainement, mais j'apprends à jeter un regard moral, un regard sur l'inquiétude de mon voisin, sur comment je peux venir en aide à mon voisin. Et ça fait partie aussi, à la fois, des obligations d'une société, toute société au monde, des obligations des adultes, quels qu'ils soient, et aussi, je dirais, des obligations de tout enfant. La question essentielle, aujourd'hui, c'est quel type de sollicitude face à la vulnérabilité. Et je sais que la Croix-Rouge y a consacré énormément d'énergie. Je me permets de la rappeler sous votre contrôle. D'abord, l'abstention de mauvais traitements, qui va déboucher sur, bien entendu, ce qu'on appelle la bientraitance aujourd'hui. Le deuxième, bien entendu, c'est la qualité des intervenants, en données d'attitude ouverte que le milieu pourrait, bien entendu, aider à faire grandir chez nous, dans la pauvreté comme dans la richesse, comme dans la précarité éventuellement. Sauf que ça devient plus compliqué parce que tout ça a besoin d'un milieu stimulant. Et le problème de la précarité, de la pauvreté, c'est le problème des stimulations, c'est-à-dire la chaleur, ce qu'on peut appeler éventuellement, c'était la journée, semble-t-il, hier ou avant-hier, la gentillesse, etc. Eh bien, ces questions-là sont, nous le savons bien, essentielles pour grandir, pour vous, pour moi, pour un enfant surtout. Donc, pour tout un chacun, c'est le regard froid des autres qui est le véritable malheur et la véritable calamité. Ce n'est pas la précarité en elle-même, ce n'est pas la pauvreté en elle-même, me semble-t-il. La réflexion autour de qu'est-ce qui fait grandir les enfants, certainement être capable de partager ce qu'il y a dans leur milieu, agir sur leur milieu grâce à une éducation, grâce à une capacité de vouloir interroger les représentations que nous avons de l'enfance à un moment donné. Merci beaucoup vraiment, Monsieur Géada, de nous donner l'occasion, d'une manière très stimulante, je crois, de nous prémunir de toute attitude ethnocentrée sur nos affaires. Et je voudrais vous dire que votre propos est en harmonie parfaite avec la stratégie 2015 de la Croix-Rouge française, dont l'intitulé est « Humaniser la vie ». Que nous avons voulu... il était très compliqué de résumer toute notre stratégie, toute notre action en une seule formule. C'est celle-ci que nous avons retenue. Et je voudrais aussi dire fortement, afin de couper court à toute mauvaise compréhension, qu'évidemment, notre propos ce matin n'est en aucun cas de stigmatiser les familles pauvres.
ce n'est pas la pauvreté qui fragilise le lien social en tant que tel. Ce sont les conditions de vie qui rendent compliqué l'exercice de la parentalité. C'est quelque chose de différent. Et je reviens encore à ce que disait le poète, toutes les familles se valent. C'est compliqué de parler d'un sujet comme la parentalité, puisqu'il n'y a pas une parentalité. Et je reviens à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui, lui, va un peu plus loin et dit que les parents doivent assumer un niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel, moral et social de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'un niveau de vie suffisant ? Ce n'est pas le débat. Mais on voit tout de suite qu'on attend d'un parent qu'il assure une stabilité, une sécurité, qu'il soit un élément phare. La parentalité a forcément un impact sur la fonction parentale. Alors quand on parle de précarité d'hébergement, on arrive quand même dans une des fonctions majeures du parent, qui est d'assurer un cadre sécurisant de vie à son enfant. Quand on ne sait pas où on va dormir le soir, il est quand même très compliqué de faire à manger, alors que ce soit quand on va de tiers en tiers, l'organisation est quand même pas très simple pour nourrir son enfant. Dans l'hébergement d'urgence, une des grosses difficultés de la fonction parentale, c'est la difficulté pour un parent, dans une situation où il est lui-même instable, à se positionner comme adulte sécurisant, comme adulte référent et comme détenteur de l'autorité. Les règles de la structure, alors en même temps, déresponsabilisent certains parents qui, ne pouvant pas appliquer leurs propres règles, et se voyant imposer des règles qui sont, je vais vous donner des exemples, mais qui sont des fois contraires à ce qu'ils souhaiteraient pour leurs enfants, finissent par renvoyer l'autorité sur l'institution, donc sur le personnel. De même, il y a des horaires de repas, des horaires, on en revient à la fonction nourricière, et qui sont imposés pour des questions purement pratiques, mais qui entraînent aussi cette difficulté pour les parents à affirmer leur place de parents, à affirmer le fait que c'est eux qui édictent la règle pour leur enfant. C'est l'autorité de la structure et l'autorité des autres parents entraînent souvent, en effet, des parents qui ont du mal à se positionner, qui sont eux-mêmes en difficulté et qui vont parfois nous déléguer une partie de l'autorité de façon formelle ou informelle. Avec en effet des familles par exemple qu'on entend dire si t'es pas sage, tu iras dans le bureau de la directrice. Et là on est au cœur du problème, c'est-à-dire que ce ne sont plus eux les détenteurs de l'autorité et ils reconnaissent devant l'enfant le fait que l'autorité, il y en a encore une autre et qui est supérieure à la leur, alors que on s'évertue à leur laisser la place et au contraire à les mettre au cœur de l'éducation de leur enfant. Ce qui ne veut pas dire, et je rejoins mon collègue, ce qui ne veut pas dire que ce sont des parents défaillants, c'est juste qu'ils font au plus urgent et au plus important, et qu'en effet, le plus important est de mettre leur enfant en sécurité et de lui assurer les besoins primaires. Le centre maternel Les Gigognes, donc où j'interviens depuis maintenant 1 an, est ouvert depuis peu. C'est-à-dire que nous avons ouvert nos portes aux premiers accueils en janvier. Je pense que c'est assez important aussi sur le type d'accompagnement qu'on peut proposer, puisque nous accueillons beaucoup de très jeunes femmes et nous sommes tant sur un versant d'accompagnement auprès des jeunes femmes en tant que maman qu'auprès des jeunes femmes en tant qu'adolescentes qui essayent de devenir adultes avec toutes les fragilités qu'elles ont pu connaître. Un centre maternel, c'est un lieu d'accueil mère-enfant. Et sa particularité est que nous sommes dans le cadre d'un mandat de protection de l'enfance. C'est-à-dire que notre mission principale, ça va être d'accompagner le parent et l'enfant autour de la parentalité, de façon à construire ce lien. Donc l'action d'un centre maternel, on l'espère en tout cas, se situe au titre de la prévention primaire, voire secondaire. Les 3 axes sur lesquels nous intervenons, c'est d'abord la réponse aux besoins de l'enfant, les besoins les plus larges, même si on a vu que la définition des besoins n'était pas forcément simple.
Les besoins les plus larges, c'est-à-dire qu'on commence par les besoins essentiels, les besoins physiologiques, pour croître de plus en plus vers la réponse de la construction identitaire. L'autre axe, c'est le développement des réponses en faveur de la maman, et la maman en tant que maman, mais et la maman aussi en tant que jeune femme. Le troisième axe sur lequel on travaille, c'est bien sûr la construction de la famille, puisque en soi, l'unité familiale est une identité en elle-même, et que si nous contribuons à soutenir la maman, si nous contribuons à soutenir l'enfant, s'il n'y a aucun travail avec les deux ensemble, je pense que ça ne va pas tenir très très longtemps et que la notion de prévention sera un peu squeezée. Quasiment 100% des personnes pour lesquelles les accueils ont été effectués ont connu un contexte de violence, soit en tant qu'enfant pour la mère, soit en tant que compagne d'un conjoint violent. On observe une très grosse banalisation de la violence, c'est-à-dire que lorsque le compagnon arrive, attrape la mère par les cheveux et puis la sort de la voiture en toute violence, il était en colère. Là où nous avons pu observer des difficultés qui augmentaient avec la précarité, ça a été vraiment tout le travail effectivement au niveau des hébergements. Il y a des difficultés qu'on n'avait pas mesurées avant d'ouvrir le centre maternel. Par exemple, les mamans qui étaient à l'hôtel nous ont appris qu'elles n'avaient absolument pas possibilité de laisser leur enfant pleurer à l'hôtel parce que c'était un risque de renvoi. Une maman à l'hôtel n'a donc pas accès à un lit enfant. Elle dort avec son enfant en imaginant tous les risques qui peuvent être pris par le simple fait que l'enfant soit dans le lit de la maman. Simplement pour préciser, il faut savoir que ces éléments-là de précarité sont à ajouter à tous les éléments de grossesse et d'inquiétude et de baby blues qui vivent n'importe quelle famille au moment où un enfant arrive. Au niveau du travail d'accompagnement que nous mettons en place au centre maternel, il y a tout le travail d'accompagnement qui consiste à valoriser les compétences. Une maman n'arrive pas avec zéro, elle n'arrive pas en n'ayant pas de patrimoine, en n'ayant pas de potentiel. Le tout, c'est qu'elle ait conscience de ce potentiel-là et qu'elle puisse voir qu'elle peut apporter quelque chose à son enfant. Et c'est pas la précarité qui l'en empêche. Et de toute façon, on ne fera rien sans elle. Juste pour être très courte, le centre maternel des Gigognes tient son nom d'une réflexion qui a été faite. Nous protégeons la mère pour qu'elle protège son enfant. Donc l'idée, c'est que en soutenant la mère, nous permettons à l'enfant de s'épanouir. Merci beaucoup vraiment Karine Carabin. Et j'aimerais que chacun d'entre vous n'ait surtout pas une vision noire de tout ce que nous venons de décrire là dans ces deux dernières interventions, car il faut avoir en tête les incroyables succès que nous pouvons dans la durée, évidemment pas spécialement dans ce centre qui a ouvert il y a 1 an, mais observer sur les cohortes d'enfants, de familles qui ont été accueillis dans l'hébergement d'urgence ou d'insertion, ou bien dans nos centres maternels, et savoir que ce n'est pas en vain que tellement d'énergie, de professionnalisme sont déployés, et nous avons la chance de retrouver parfois dans la durée, et beaucoup d'entre vous ont cette expérience dans la salle, je le sais, des enfants ou des familles qui ont été accompagnés et qui retrouvent, dès que les conditions, comme c'était très justement rappelé, d'une vie quotidienne normale dans un appartement sont retrouvées, des perspectives qui sont tout aussi favorables que celles de tout un chacun. Et c'est ce que nous recherchons à la Croix-Rouge, à chaque instant, bien sûr. Moi, j'ai été très intéressée par tout ce que vous avez dit. J'aimerais pouvoir vous entendre, peut-être particulièrement, Madame Carabin, puisque vous avez ouvert depuis 1 an, sur le travail que vous pouvez faire dans la parentalité autour de la fonction paternelle. Comment est-ce que vous travaillez cette question-là ? Alors, on s'est aperçu que la place du père était quand même très très liée à la place du couple. L'enfant peut parfois être un enjeu de chantage. C'est si j'ai la pension alimentaire, tu as accès à l'enfant. Alors, nous avons certains pères qui se présentent au centre maternel, franchement très peu.
Le centre maternel peut accompagner le père dans les gestes simples, c'est-à-dire un père ne sait pas forcément spontanément parler à un enfant. Comment on parle à un jeune enfant, comment on lui change la couche, comment on fait le biberon. Mais je vous dis souvent, c'est d'abord comment la maman conçoit sa vision de la séparation ou sa vision du couple, et y compris de travailler avec elle le fait que si un homme a été au niveau du conjoint, en tant que conjoint maltraitant, c'est pas pour autant qu'il n'a plus sa place en tant que papa. Oui, nous avons abordé le lien parental face à la maladie, face au handicap, face à la précarité, mais qu'en est-il face à la maltraitance et quelles sont les actions qui sont menées vis-à-vis de ça? Alors, vous le savez, la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse est en charge de la coordination des acteurs de la justice des mineurs. Nous avons maintenant dans chaque département, sous l'égide des conseils généraux, les parquets y participent très activement aux côtés des services de la PJJ, des cellules de recueil des informations préoccupantes qui permettent un traitement précis. Nous avons un numéro national, le 119, qui fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, et qui permet de renseigner toutes les personnes et surtout de prendre en charge en urgence tous les signalements qui peuvent être apportés par ce biais. Et ensuite se pose la question du partage de l'information, domaine dans lequel on a également beaucoup progressé dans les dernières années. Et sur le fondement de la loi de 2007, la loi du 5 mars 2007, l'idée c'est que le balancier soit vraiment en faveur de la protection administrative de l'enfance et que la protection judiciaire, donc le cas dans lequel le magistrat intervient pour porter atteinte à l'autorité parentale, nous soyons là dans l'exception et que cela ait un caractère subsidiaire. Et je tiens à souligner cela, la France est généralement considérée comme un modèle, aussi bien dans l'Union européenne qu'au niveau international, puisque de très nombreux travaux de droit comparé sont en cours, et les dispositions des normes internationales sur ces questions de droits de l'enfant ont été, pour certaines, reprises assez directement du Code civil français, où leur apparition était très antérieure. Je voulais revenir sur les chiffres qui ont été donnés par Madame Carabin à propos de le nombre de demandes au regard de la capacité d'accueil de notre nouveau centre maternel à la Croix-Rouge. Donc je m'interrogeais sur les solutions que vous pouvez, vous, Croix-Rouge, ou bien d'autres institutions autour, proposer à ces jeunes mères qui ne peuvent pas être accueillies, qui en auraient besoin dans des structures telles que le centre maternel d'Argenteuil. Alors, il y a une réponse en deux temps. Le centre maternel est ouvert pour 9 places et il sera ouvert sur 21 dans un an. Certes, ça ne répond pas aux 98 demandes. Ensuite, par rapport aux orientations, dans les 98 demandes, certaines ne relèvent pas de centre maternel, entre autres lorsqu'il y a des très gros troubles psychiatriques, où là, nous proposons une liste d'unités de parentologie qui sont vraiment plus en adéquation avec la réponse à la problématique. En général, les partenaires qui ont été l'instructeur des demandes, qui reprennent à leur compte les recherches et poursuivent les recherches par rapport à ça. Donc le service social départemental en première ligne, les services hospitaliers, les services sociaux des services hospitaliers qui poursuivent leur démarche sur l'ensemble des autres établissements.